Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Afrotech. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de Nelly Chatu Diop. C'est une Camerounaise d'origine qui vit à Bordeaux et qui est PDG d'une compagnie de technologie, Ijara. Donc, avec elle, nous allons découvrir un peu son environnement et ses passions, mais aussi parler d'African Tech, bien entendu, de blockchain, de data et aussi d'intelligence artificielle. Ne quittez pas, c'est maintenant. Bonsoir Nelly Chatu Diop, comment est-ce que vous allez? Très bien. Alors, intelligence artificielle, blockchain, data, autant de termes qui sont familiers dans le monde dans lequel vous évoluez. Alors, d'où est-ce qu'est parti cet amour, cet intérêt pour le monde de la tech pour vous? Je pense que déjà, c'est dans mon enfance, j'adorais les mathématiques, la physique, les sciences en général. Et pour moi, c'est parce que ça me permettait d'expliquer l'environnement autour de moi. Donc aujourd'hui, je prends la tech comme un outil qui me permet très rapidement de résoudre des problèmes qui se posent à moi, à mon écosystème, à ma communauté. Et il y a quelque chose en particulier qui fait que pour vous, votre expérience a été différente des autres. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Je pense que c'est mon père. Je pense que c'est mon père qui n'a jamais eu de doute à ma capacité de faire ce que je voulais, qui m'a toujours encouragée dans ma curiosité naturelle et qui m'a toujours suivie dans mon appétence que j'avais à expliquer les choses par la science. Sachant que c'est un littéraire et il a dû venir dans le monde scientifique pour m'aider à suivre ce chemin-là. D'accord. Alors, je vois que dans votre parcours, l'intelligence artificielle, la protection des données, la donnée, le blockchain, ce sont des termes qui sont plus ou moins nouveaux et pas forcément attractifs, au niveau de la gente féminine. Quelle lecture vous faites là-dessus? Mais c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que ça a l'air plus difficile que ça ne l'est. Je pense une fois de plus qu'il ne faut pas s'arrêter aux termes, aux buzzwords qui sont utilisés par tout un chacun. Il faut vraiment recentrer la technologie sur ce que ça permet de résoudre. Et en tant que femme, en général, on a beaucoup plus de problèmes que vous les hommes. Donc, effectivement, un moyen très facile de les résoudre, c'est d'appliquer la technologie. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est uniquement utiliser les machines, le pouvoir apprenant des machines pour pouvoir analyser une grande quantité de données et sortir des solutions très simples. Des solutions comme, on pense très facilement à la voiture autonome que Elon Musk ou Google est en train de développer, mais de manière plus prosaïque. Si on est dans une entreprise et qu'on fait du marketing, ça permet juste de pouvoir segmenter les clients, savoir tel client, c'est un client qui a un plus fort pouvoir d'achat, qui a une plus forte appétence à tel produit ou tel autre produit. Si on est dans le milieu bancaire, ça pourrait permettre de détecter des clients qui peuvent générer des fraudes. Voilà, donc c'est des choses qui permettent de résoudre très facilement. Et la blockchain, finalement, on a eu l'Internet lors de la première phase de la révolution digitale qui nous a permis de démocratiser l'information. Et pour moi, la blockchain, c'est la deuxième vague de cette révolution digitale qui nous permettra de démocratiser le transfert de valeur. Et du coup, est-ce que quand on est data chief officer, c'est-à-dire lorsque vous avez en charge justement de gérer, de traiter tout ce qui est de la donnée, qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi d'abord être un data chief officer? Être un chief data officer, c'est déjà promouvoir une culture dans une entreprise qui est de prendre toutes les décisions en se basant sur des données, sur des faits, et pas uniquement sur des intuitions ou sur une prétendue expertise. Donc, c'est remettre la donnée au centre des décisions de l'entreprise
Il s'est construit tout un écosystème, que ce soit en termes d'architecture pour stocker les données, en termes d'infrastructure pour exploiter les données, pour s'assurer de la qualité des données, pour s'assurer de la protection des données, de la sécurité. Et enfin, c'est de mettre en place des systèmes apprenants, de l'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, qui permettent d'exploiter ces données pour répondre à des problématiques précises de la société. Et c'est quoi la difficulté alors? C'est quoi le challenge, je vais dire La plutôt? difficulté, le challenge, je pense que c'est la transformation, c'est le changement de mindset que ça apporte, parce que évidemment, nous sommes dans des sociétés où qui évoluaient, qui étaient performantes bien avant la venue de la blockchain ou l'intelligence artificielle. Donc, amener tout un chacun à cette transformation, à se dire mon métier ne va pas disparaître, mais il va juste s'améliorer parce que j'ai cet outil-là à ma disposition. L'outil remplacer, mais pour m'aider au quotidien, pour me rendre plus performant, pour m'aider à créer beaucoup plus de valeur à ce que je fais, pour m'aider à apporter beaucoup plus de sens à mon travail. Donc, je pense que la première difficulté, c'est là, c'est de pouvoir convaincre tout le monde qu'on n'est pas là pour les remplacer, mais qu'on est là pour les aider. La deuxième difficulté, c'est de parce qu'évidemment, c'est des métiers qui sont très en vogue en ce moment, qui sont très demandés par tout le monde. Si on se met sous le prisme de l'Afrique, je pense qu'en Afrique, on aura encore plus de mal à recruter ces talents-là. Mais ce qu'on a pour nous, c'est qu'on a cette jeune génération qui a envie, qui a appétence, qui a du talent et qu'on peut former pour pourvoir à nos besoins locaux. Justement, donc, quand on parle de la tech sur le continent en Afrique, de plus en plus, la donnée, la protection de la donnée, c'est quelque chose qui est important. Mais est-ce que on a l'impression qu'en Afrique, on en est conscient? Comment vous comprenez cela, vous? Je pense que l'Afrique, c'est un continent immense. Suivant là où on se met en Afrique, on n'a pas la même lecture. Quand on est en Afrique du Nord, il me semble que l'Algérie a passé des lois assez dures sur la protection des données de ses citoyens. Il me semble que, par exemple, au Cameroun, les données de santé doivent être hébergées localement. Donc, on ne peut pas développer une application Health Tech et héberger les données sur le cloud AWS ou Google. Donc, voilà, suivant les pays, il y a déjà des avancées, des prises de conscience qui commencent, mais on est encore loin d'un cadre comme la GDPR qu'on a en Europe, mais c'est aussi, je pense, dans les transferts et dans les collaborations entre personnes de la diaspora et personnes en local qu'on pourra aussi travailler ensemble pour pouvoir aider nos gouvernements à mettre en place ces cadres-là, parce que c'est nécessaire. Si on ne veut pas se faire piller finalement ce qui fera la valeur et ce qui fait déjà la valeur du numérique sur le continent et qui peut booster nos économies, il faut qu'on arrive à préserver nos citoyens de l'exploitation abusive de leurs données. Encore faut-il savoir qu'est-ce que c'est qu'une donnée. C'est quoi une donnée? Votre nom, votre prénom, c'est une donnée. Votre date de naissance, c'est une donnée. Et en fait, et je vais aller plus que ça, quand vous allez communiquer sur Facebook, sur WhatsApp, ne serait-ce que le temps passé sur l'application, c'est une donnée intéressante. Quand vous faites une transaction par mobile money, la personne à qui vous envoyez la transaction, le récipiendaire, le montant de la transaction, ce sont des données. Et toutes ces données-là, mises une à une, semblent anodines, mais mises ensemble, elles permettent d'avoir un faisceau de ce que j'appelle des signaux faibles ou des signaux faibles ou des signaux très forts et qui peuvent permettre, par exemple, de construire une sorte de scoring de crédit. Et demain, les banques peuvent s'appuyer dessus pour vous octroyer ou pas des crédits. Et d'assurance, s'appuyer sur le fait que vous êtes tout le temps en train de courir et qu'on peut mesurer vos performances pour se dire il est en bonne santé, donc il aura une assurance santé beaucoup moins chère. Voilà, il y a énormément de choses qu'on fait naturellement, on ne se rend pas compte qu'on laisse des traces, on laisse beaucoup de traces sur Internet et tout ça mis ensemble peuvent permettre vraiment de nous connaître beaucoup mieux qu'on se connaît soi-même. Alors c'est intéressant, il y a beaucoup de choses dont j'ai envie qu'on parle, mais déjà, est-ce que en Afrique, on est conscient en fait, est-ce que ma tante qui est au marché, elle est consciente en fait que chaque jour en fait elle utilise de la data, elle utilise des données, et est-ce qu'elle est consciente de l'apport ou du potentiel que ça représente? Où en est-on?
je pense que non. Je pense que malheureusement non. Et pour tout vous dire, je pense que ce n'est pas qu'un problème en Afrique. On s'est rendu compte avec la crise du Covid, avec le confinement, que même ici, il y a beaucoup de personnes qui ont été démunies quand ils ont dû se tourner vers du tout numérique. Je discutais récemment, je suis basée à Bordeaux avec des instituteurs, des professeurs de lycée qui finalement se sont retrouvés assez démunis, ne comprenaient pas toutes ces problématiques sur utiliser Zoom, pas utiliser Zoom, les données hébergées en Chine, pas hébergées en Chine, la cybersécurité, et tout ce domaine-là était très nouveau pour eux. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai mon fils qui vient en début d'année dernière avec une application installée où l'instituteur peut mettre comment dire, des bons points, des mauvais points, suivant que l'enfant a s'est plus ou moins bien comporté en classe ou pas. Ben moi, tout de suite, j'explique non, je ne veux pas que mon fils soit enregistré là-dessus parce que ces données-là, je ne sais pas où elles vont, je ne sais pas quelle est la durée de rétention, quid si peut-être mon fils pendant un trimestre est assez dissipé et que ça reste pendant les 20 prochaines années et que dans 20 ans, quand il postule à une grande université, on lui dise ah ben il y a 25 ans, quand vous étiez à la maternelle, vous n'étiez pas dissipé, monsieur. Donc voilà, donc les données c'est important et cette prise de conscience là, elle ne doit pas se faire uniquement en Afrique, c'est un problème vraiment mondial à prendre à bras le corps. Mais c'est vrai quand on se met sous le prisme de l'Afrique, il y a un peu plus de travail à faire, ne serait-ce que du fait qu'on a aussi beaucoup de populations rurales, 70% de l'Afrique, hein, et ces populations là, dont une grosse partie aussi doit déjà être alphabétisée. Donc pour pouvoir même les sensibiliser, il faut pouvoir leur parler dans leur langue locale, il faut pouvoir prendre un peu plus de temps. Donc oui, ça va être un vrai challenge dans les années à venir. Et du coup, est-ce qu'il y a une solution, il y a un moyen un peu plus pratique? On sait que la pénétration mobile, par exemple, sur le continent est énorme partout, même dans les coins les plus reculés. On a un téléphone portable, on a un mobile, on peut faire du mobile money, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire justement à ces gens qui nous regardent, qui sont dans les régions reculées? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur téléphone? Aujourd'hui, pour avoir cette prise de conscience massive, ça passera nécessairement par une réglementation. Personne, pas personne, prendrait trop de temps. Je pense évidemment aussi que tout comme on a eu des campagnes de sensibilisation sur certaines maladies, il faudra aussi qu'on arrive à organiser des campagnes de sensibilisation sur les choses à faire, les choses à ne pas faire avec son téléphone, comment ajuster les restrictions, notamment quand on est sur une application comme des réseaux sociaux, Facebook ou Twitter ou Instagram, voilà, apprendre à paramétrer. Je pense qu'il faut combiner à la fois des campagnes de sensibilisation et prendre ça avec autant de sérieux qu'on l'a fait sur des problématiques de santé, parce qu'il en va de la santé numérique de nos populations, et c'est très important, mais en parallèle, il faut avoir un cadre réglementaire assez dur, surtout par rapport non seulement aux entreprises locales, mais aussi aux multinationales, qui souvent, quand elles sont en Afrique, elles se pensent tout permis. Justement, donc, c'est l'absence de régulation, ça reste un problème. Comment on attire justement l'attention des dirigeants là-dessus? Je pense qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays, il y a des écosystèmes tech qui émergent. Le Sénégal est le deuxième pays en Afrique qui a mis en place un Startup Act. Qui dit Startup Act, qui dit écosystème tech, dit aussi notamment prise de conscience de l'accélération du digital. Et je pense que dans ces pays-là, comme la Tunisie, le Sénégal, des réflexions très poussées sont en cours. Et dans ces réflexions-là, évidemment, il faut impliquer des personnes du gouvernement, mais surtout aussi des personnes de la tech locale, pas seulement la diaspora, parce que les personnes en local sont encore plus armés que nous qui vivons depuis plusieurs années à l'extérieur pour comprendre qu'est-ce que le marché cible, qu'est-ce que leurs consommateurs font au quotidien, quels sont les moyens simples qu'on pourrait utiliser pour changer les habitudes, quels sont les moyens de communication simples qu'on pourrait utiliser pour diffuser beaucoup plus largement la communication. Donc ce cadre réglementaire ne se fera pas comme dans les lois typiques entre les députés, les sénateurs et les ministres. Il faut absolument mettre la société civile, il faut absolument mettre aussi les acteurs, les entrepreneurs numériques dans la discussion pour construire vraiment les frameworks les plus adéquats. Et vous, quand vous vous levez le matin,
quels sont les réflexes qui viennent? Est-ce que vous vous levez le matin, vous vous dites ah, je suis dans un monde technologique, j'ai pas le choix, il faut que je fasse avec, ou vous dites comment je me protège de cet univers virtuel-là, comment je reste réel? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre tête? Est-ce que vous êtes conscient de ça chaque jour? Mais déjà, moi, je me dis, on vit une super époque. En tant qu'Africain, il faut réaliser qu'on est à la quatrième révolution industrielle technologique. Les deux premières, on était en tant qu'Africains esclaves. La troisième, on était colonisés. Et là, c'est la première où nous sommes des hommes libres et on peut prendre le train à la même vitesse que les autres. On n'est pas en retard. L'Afrique n'est pas encore en retard. Et c'est pour ça que moi, je me lève en me disant, mais quelle chance, quelle opportunité, quelle joie de vivre ce moment, c'est cette époque. On n'a jamais eu autant de chance de vraiment redonner à l'Afrique, de redorer le blason de l'Afrique et de lui redonner toute l'aura qu'elle mérite et de lui redonner toutes les couleurs de sa belle civilisation qu'elle a construit bien avant que se passent tous ces événements dramatiques depuis l'esclavage. Et aujourd'hui, je le vois, l'Afrique est un continent hyper jeune et il y a des talents mais immenses. Moi, j'ai des équipes data scientists, data engineers, des grosses équipes en Europe. J'ai échangé avec beaucoup de collaborateurs aux États-Unis ou même en Asie. Mais je vous assure que les jeunes Africains, au bout de 6 mois de formation, arrivent à rattraper l'écart et à aller au-delà. Donc pour moi, je me lève en me disant mais quelle chance, quelle belle époque on vit. Alors, vous êtes également la cofondatrice et CEO de Ejara. C'est quoi Ejara? Donc Ijara, c'est une fintech. La vision que j'ai pour Ijara, c'est de permettre à tout le monde, n'importe où en Afrique, de pouvoir créer, accroître et protéger sa richesse. Aujourd'hui, gagner de l'argent, on sait faire, que ce soit dans l'informel ou dans des métiers beaucoup plus cadrés avec un salariat traditionnel. Par contre, transformer cet argent en en richesse qu'on peut passer à ses enfants, en richesse générationnelle, c'est le pas qu'on n'a pas encore réussi à faire. Donc, en démocratisant l'investissement, en s'appuyant sur des techniques de blockchain, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, pouvoir proposer à tout un chacun en Afrique de pouvoir investir pour 10 000 francs CFA dans une action Facebook. Parce que il y a avec la combinaison de la technologie, on a réussi à faire ce qu'on appelle une tokenisation, un fractionnement de cette action, et plutôt que finalement d'être uniquement consommateur de l'application, si vous l'aimez tant que ça, ben investissez et profitez de la valeur de l'application parce que vous, en tant que client, vous contribuez à cette valeur-là, mais vous n'en bénéficiez pas juste en l'utilisant. Donc, achetez des actions. On pourrait parler aussi de quelques crypto-monnaies dans le Bitcoin. Il y en a énormément dont on parle en Afrique voilà, qui sont des scams, des escroqueries. Donc, moi, vraiment, quand je parle de crypto-monnaies, si vous allez sur les plateformes de ranking de crypto-monnaies, vous arrêtez au top 10, top 20 maximum pour savoir celles qui ont vraiment des liquidités, qui sont vraiment diffusées, qui sont vraiment adoubées par les personnes du monde entier. Le c'est la plus ancienne. Et quand on regarde parmi toutes les classes d'actifs, que ce soit des commodités, l'or, l'argent, des actions, des obligations, des fonds mutualisés, l'actif le plus performant des 11 dernières années, ça reste le Bitcoin. Donc, posséder 0,1% de son épargne en Bitcoin, c'est pas énorme. On peut se permettre de le perdre. Le potentiel est incroyable. Et je pense que tout Africain devrait se saisir de cette opportunité qui nous est donnée. On va vivre le plus grand transfert de richesse que le monde ait connu grâce à ces technologies-là. Et j'ai à cœur de faire en sorte que les Africains ne ratent pas le train cette fois-ci. Alors, c'est intéressant, mais en même temps, ça fait un peu peur. Quand on entend blockchain, Bitcoin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouh là là, les gars là, ils sont là encore avec leur gros français, je comprends rien. Alors, en termes simples, comme on dit chez nous en layman terms, c'est quoi quand vous parlez de blockchain et de Bitcoin? Mais la blockchain, finalement, c'est pour tout un chacun, on achète, on vend, on fait son livre de compte, on sait ce qu'on doit, on sait ce qu'on nous doit. La blockchain, finalement, c'est un livre de compte aussi, mais qui est diffusé sur plein d'ordinateurs dans le monde, de telle façon que si mon livre de compte à moi est altéré, je sais qu'il y a une copie chez vous à Zoma, je sais qu'il y a une copie peut-être chez votre cousin en Allemagne, et la copie est la même. Donc ça permet aussi, et
Au-dessus de cela, on a mis des codes un peu cryptographiques pour pouvoir permettre de sécuriser tous ces échanges-là qui se font entre énormément d'ordinateurs connectés. Voilà. Et c'est pour ça qu'Internet a permis le transfert de l'information grâce au fait qu'on peut avoir un livre de compte qui est ouvert, qui est transparent, qui est public, qui est vérifiable par tout le monde. On va pouvoir permettre le transfert de la valeur. Parce qu'évidemment, une fois que je vous ai dit que je vous ai envoyé un Bitcoin, je ne peux pas dire que je l'ai encore, puisque tout le monde est témoin de la transaction. Je ne peux pas ruser et me rajouter ce Bitcoin ensuite sur mon livre de compte à moi. Je pense que c'est l'une des rares fois où on m'a donné une explication assez simple et assez claire. Merci pour ça. Alors, donc, je posais la question tout à l'heure justement de ce rapport à l'Afrique. Quelle est la différence quand vous évoluez en Europe? Vous avez un environnement tech et un écosystème tech qui est différent de celui de l'Afrique. Comment est-ce qu'on arrive à créer un écosystème de ce genre? Parce que je pense que l'environnement, ça fait toute la différence. Hein. Donc, si vous étiez en Afrique, c'est pas sûr que vous auriez pu faire tout ce que vous faites dans ce moment. Et donc, comment on arrive à donner les mêmes possibilités aux jeunes Africains aujourd'hui? Déjà, je vais répondre à ça en disant l'écosystème tech que j'aurais pu avoir à la Silicon Valley n'est pas l'écosystème tech que j'ai par exemple à Bordeaux ou que j'ai à Paris. Donc, les différences de ce type-là existent même en dehors de l'Afrique. Pour ce qui est de l'Afrique aujourd'hui, avec Internet, on a accès à tout. Plus récemment, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, il y avait ce jeune enfant nigérian qui faisait des belles chorégraphies de ballet. Et on s'est rendu compte qu'il avait appris à danser du ballet classique avec un professeur qui s'est et qui a créé une école de ballet. Il n'y a pas de musique dans son école, mais les enfants ont un talent immense. C'est pour dire finalement, soyons décomplexés. Moi, aujourd'hui, je suis en France, mais dans un mois, je rentre m'installer sur le continent. J'ai pris la décision de changer de vie et de m'installer sur le continent parce que j'y crois, mais je pense que c'est la prochaine frontière où va venir l'Afrique. Et j'ai juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet, et plutôt que d'utiliser mes datas pour aller sur Facebook et faire des clashs ou pour aller sur Instagram ou sur WhatsApp, j'utilise mon Internet pour aller sur YouTube, me former, pour prendre des cours en ligne. Et je pense que tout un chacun peut faire de même. Aujourd'hui, avec Idjara, mon équipe de développement est basée entre Douala, Yaoundé et Accra. Tous les jeunes que j'ai recrutés ne savaient pas forcément faire de la blockchain avant. Ils ont appris grâce à nos interactions avec la fondation Tezos en Suisse, grâce aux ressources d'apprentissage mises à disposition de manière gracieuse et surtout grâce à leur détermination et à leur volonté d'apprendre. Et aujourd'hui, on a créé une application, on gagne des concours où on est en compétition avec énormément d'équipes mondiales et on arrive à gagner des hackathons. Donc c'est pour dire, arrête, ne soyons pas complexés. Il nous suffit d'une connexion Internet, d'un ordinateur. Je ne dis pas que c'est à la portée de tous, mais c'est déjà à la portée d'un grand nombre d'entre nous en Afrique. Il suffit de ça et d'avoir la volonté, la détermination de s'accrocher, de ne pas avoir de complexe. C'est d'abord une barrière mentale qu'on se met. Arrêtons cette barrière mentale, soyons décomplexés et allons-y. C'est quoi votre rêve pour l'Afrique? Ah, en fait, j'ai grandi avec mon père qui me racontait que c'était Canton Moussa qui, à un moment donné, était le plus riche homme du monde. J'ai grandi en me faisant raconter les histoires des belles reines africaines qui ont impulsé, qui ont mis leur marque sur ce continent, la reine Zinga, et il y en a énormément d'autres. Et moi, je rêve d'une Afrique qui s'affranchit enfin de tout ce passé compliqué pour se dire je pars d'une clean slate, je suis au même niveau que tout le monde et je peux faire encore mieux que tout le monde parce que moi j'ai beaucoup plus de difficultés à surmonter et c'est quand on surmonte le plus de difficultés qu'on se renforce et qu'on est plus endurant et qu'on y arrive. Évidemment, je suis pas angélique, je sais qu'il nous faut des financements, mais il y a énormément d'écosystèmes, il y a énormément d'organisations, il y a même énormément de personnes qui sont disposées aujourd'hui à aider l'Afrique à accomplir cela. Mais demandons-leur de nous apprendre à pêcher et arrêtons de leur demander de nous donner des poissons. Je crois que c'est bien noté. Je rappelle que vous êtes Nelly Chatu Diop, technopreneuse, disons, et déjà un bon retour hein, au pays.
quand vous rentrez dans un mois. Et puis, on va garder un œil sur vous pour voir un peu comment les choses évoluent. Merci à vous, merci énormément de m'avoir reçu. C'était un immense plaisir. Et c'est ici que se referme Afrotech de cette semaine. Je vous retrouve lundi prochain pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde.